voulez bien reprendre votre place, on va essayer de reprendre la seconde partie de cette matinée. Donc pour ça, l'introduction, j'ai l'honneur de le présenter, si on a besoin encore de présenter Maître Jean-Pierre Martel, donc, du cabinet Martel-Auric. Donc il y a un de ses avocats qui va intervenir dans cette seconde partie. Je vais lui laisser la parole pour quelques minutes d'introduction sur cette seconde partie, en le remerciant d'être venu, d'avoir participé depuis le début d'ailleurs à cette matinée. Bien, mesdames, messieurs, bonjour et merci de m'accueillir. C'est moi qui vous remercie de nous donner l'occasion de venir échanger quelques idées avec vous ici sur un sujet qui est tout de même d'une richesse extrême, comme le début de la matinée l'a montré. Je vais donc me limiter à faire, si vous le permettez, 4 observations. La première, c'est rendre hommage aux droits des obligations. Je suis fondamentalement hostile à la mode actuelle du French bashing. Nous n'avons pas à faire de complexe sur la qualité de notre droit, même avant la réforme. Il fonctionne tout de même très bien, comparé à d'autres, et il nous permet, dans les cas d'incertitude, d'apporter à nos clients ou vous, à vos entreprises, des réponses quand quelque chose n'est pas expressément et clairement prévu par le contrat, par contraste avec l'autre système dans lequel, si nous interrogeons un de nos confrères britanniques sur le sens d'une clause d'un contrat de 480 pages, où il y a quelque chose de clair dans le contrat, où il n'y a pas. S'il n'y a pas, on n'a pas forcément plus d'avis, de conseils et de réponses que nous n'en avons, nous. Et je pense même moins, parce qu'ils n'ont pas les repères que nous avons avec les concepts qui remontent tout de même à plus de 200 ans, auxquels nous nous raccrochons. Et nous avons eu beaucoup de droits particuliers, techniques, qui se sont développés, accrochés aux références du droit des obligations. Le droit boursier, par exemple, qui est un droit que j'ai vu naître et que j'ai accompagné depuis sa naissance, au fil du temps, devant l'inconnu, pourtant c'est un droit technique spécifique, il s'est construit par référence au droit des obligations. Donc je tiens ici à rendre hommage à cette technique qui n'a rien à envier à celle de nos camarades voisins et concurrents qui savent, eux, en revanche, beaucoup mieux vendre ce qu'ils ont, même si ça ne marche pas forcément mieux que nous, mais ils savent convaincre que c'est mieux chez eux que chez nous. Et donc, cessons de faire un complexe. Je crois que ça, c'est la première des observations que je tenais à faire. La deuxième, c'est de rendre un deuxième hommage. Vous voyez qu'il arrive qu'un juriste puisse avoir un esprit critique constructif. Deuxième hommage, c'est hommage à la réforme. Cette réforme, on en avait besoin. Elle est annoncée depuis longtemps. Elle a le mérite énorme d'exister. Et dans ce pays où il est si difficile de réformer, je dois rendre hommage à tous ceux qui se sont mobilisés pour que cette réforme existe. Enfin, elle existe presque. Reste ce que nous avons entendu tout à l'heure sur la loi d'habilitation. Il faut espérer que le Parlement ne va pas faire de cette réforme un otage de débats politico-électoraux ou préélectoraux qui n'ont rien à voir avec elle pour prendre en otage une réforme dont nous avons besoin. Et je crois que tous les praticiens, nous devons clairement dire haut et fort et appeler le Parlement haut et fort à ratifier cette ordonnance. Rien n'est figé. Elle n'est pas parfaite, cette ordonnance, bien sûr. Elle ne pouvait pas l'être. C'est le résultat d'un tas de compromis, mais c'est un état de progrès de notre droit des obligations qui est absolument incontestable. L'illisibilité que d'autres exploitent contre nous est largement aujourd'hui effacée grâce à la codification où 75 ou 80% des dispositions ne sont pas complètement nouvelles, c'est une codification, ça rend les choses lisibles. Lisez l'article 12-17 sur l'inexécution. Vous avez un texte d'une langue d'aujourd'hui
qui vous donne le catalogue de vos options s'il y a une exécution totale ou partielle, alors qu'avant, il fallait chercher, tout existait. Il n'y a rien de neuf, ou pratiquement rien de neuf. Mais il fallait aller chercher dans différentes parties du code ou dans la jurisprudence. Donc, c'est un progrès. Rendons hommage à cette réforme. Je crois, c'est le deuxième message que je veux passer, c'est que c'est à nous, praticiens, aujourd'hui, de faire vivre cette réforme. Quand je dis nous, ça inclut les juges, bien entendu. Faisons vivre cette réforme. Et nous l'améliorerons. C'est une nouvelle plateforme sur laquelle la doctrine, la jurisprudence, les pratiques, les inventions que nous faisons, nous les praticiens, tous les jours, tout ceci va s'appliquer maintenant à un socle, sur un socle modernisé qui est un incontestable progrès. Faisons-en un succès et donc un outil d'attractivité pour ce pays. Ensuite, sur le fond de la réforme, pour moi, je pense qu'elle oscille entre consensualisme, libéralisme. Le professeur Mercadal disait tout à l'heure, c'est la prime à la liberté contractuelle. Et derrière cela, nous avons tout de même un facteur d'insécurité que je considère majeur comme praticien, qui est l'intervention du juge. Bien sûr, en théorie, il faut bien qu'un juge finisse par intervenir. En cas de difficulté, on n'a pas encore trouvé le moyen de faire mieux. Mais cette réforme va entraîner deux conséquences, me semble-t-il, importantes pour nous, juristes praticiens. Un, c'est à l'anglaise, à la britannique, à l'anglo-saxonne, d'étoffer considérablement la rédaction des contrats. C'est clair que si on nous donne beaucoup de liberté contractuelle, si c'est la prime à la liberté contractuelle, tout ce qui n'est pas interdit est permis, alors ça ouvre un champ d'imagination et de capacité, de possibilité dans la rédaction des contrats, qui est incontestablement quelque chose qui va devoir être exploré. Je compare un peu cette situation à l'ahurissement de certains quand est sortie la SAS. Bon, tout d'un coup, il fallait faire des statuts de 20 pages, 30 pages, 40 pages, parce que tout ce qui n'était pas prévu dedans ne pouvait pas se raccrocher, comme on le fait avec les 5 ou 7 pages de statut d'une société anonyme banale. On ne peut pas se raccrocher à la loi. Bon, c'est un peu le même processus que nous allons avoir là. Il va falloir, dans l'esprit anglo-saxon, prévoir beaucoup plus en détail beaucoup de choses dans les contrats, puisque les dispositions ne sont, par construction, par principe et par déclaration au président de la République, que supplétives, sauf ordre public, sauf ce qui est mentionné expressément comme étant impératif. Ce ne sont que des décisions, que des mesures supplétives. Je suis d'ailleurs, je le signale au passage, un petit peu fâché, et je regrette que ce grand principe ne soit pas inscrit dans le texte, qu'il ne figure que dans un document de présentation, un rapport au président de la République qui n'a tout de même pas, pour le juge, plus tard, la même valeur contraignante, me semble-t-il. Mais c'est vrai aussi que la question de l'ordre public est une question très complexe, puisque l'ordre public évolue par construction et qu'il est attaché beaucoup aux considérations de fait. Donc il va falloir, pour nous juristes, faire un effort pour étoffer les contrats et tirer profit de cette réforme dans la préparation des contrats. Deuxièmement, il y a en perspective, c'est ma crainte, l'intervention croissante du juge, qui est un grand facteur de difficulté et d'insécurité. Non pas que je mette en cause l'honnêteté, la bonne volonté, la compétence des juges, mais donner aux juges un pouvoir économique arbitraire de refaire, changer, modifier, arrêter les contrats, je trouve ça, c'est une ingérence qui vient contredire le principe de consensualisme que j'évoquais précédemment et qui est le principe de cette réforme, et je suis extrêmement inquiet. D'abord, et là je parle en praticien, je ne fais pas de théorie, nous savons, quand nous allons devant les tribunaux, que le juge
il considère le fait. Le droit, oui, mais on gagne un procès. En fait, on ne le gagne pas en droit aujourd'hui. Vous pouvez avoir raison en droit. Si le juge est convaincu que vous avez tort en fait, vous ne gagnerez pas votre procès. Facteur d'insécurité. Deuxièmement, l'ordre public que j'évoquais ici, le juge va rester maître de l'appréciation de ce qui est d'ordre public ou de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'une disposition supplétive ou présentée comme n'étant supplétive peut, dans l'esprit du juge, revêtir, à raison de principes généraux qu'il considère fondamentaux, revêtir un caractère d'ordre public. C'était le débat tout à l'heure sur peut-on vider de sa substance, etc. etc. Il y a donc un facteur d'insécurité par ce renvoi de l'appréciation de l'ordre public et la non-affirmation dans l'ordonnance que ces dispositions ne sont que supplétives. Troisièmement, l'intervention du juge dans les affaires des entreprises m'inquiète beaucoup. Comment le juge, malgré toute sa bonne volonté, va-t-il pouvoir juger mieux que les acteurs eux-mêmes de ce qu'est l'équilibre de leur convention ? J'entendais évoquer ce matin critères à partir de quand est-ce que l'imprévision jouerait, etc., critères de rentabilité et autres. Mais enfin, comment le juge pourrait-il apprécier si la partie qui se plaint de perdre de l'argent sur son procès est correctement gérée, si elle a une organisation interne propre qui fait que sa rentabilité est totalement dégradée par une défaillance de gestion. Enfin, ça me paraît totalement irréel et je suis à cet égard extrêmement inquiet. Surtout que quand on voit en pratique comment ça se passe devant les tribunaux de commerce, puisque c'est quand même là que ça va se jouer, en tout cas en première instance, recours à des experts de tout poil, délai absolument immaîtrisable, tentation peut-être de créer une chambre des révisions, ce qu'on aura au tribunal de commerce de Paris, la chambre de la révision des contrats, voilà, avec des juges qui vont refabriquer les contrats. Comment, quand, et quand on sent la tendance qui existe depuis pas mal de temps du juge qui n'a pas très envie de décider, quand il s'agit de la poursuite de relations entre des parties, on le voit dans tout ce qui concerne les litiges de pacte d'actionnaires, par exemple, tendance à, après 6 mois ou 8 mois d'attente procédurale, au moment de plaider, est-ce que vous ne croyez pas, peut-être, si on parlait d'une médiation ? Et puis on repart. Le problème des affaires, c'est que, le juge n'est pas celui qui est le mieux placé pour apprécier à la place des parties ce qui est bon ou pas bon dans leurs relations et ce qui devrait ou pas être modifié dans leur contrat. Je pense que ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne passe pas. Deuxièmement, la vie des affaires et la vie de la justice ne se déroulent pas du tout au même rythme. Donc, quand on a un problème dans un contrat, on ne peut pas attendre 5 ans qu'une solution émerge. Si on prend une petite année au tribunal de commerce, voire avec une expertise 18 mois, autant devant la cour d'appel, la cour de cassation, comment vit-on avec ça ? Donc on doit vivre, me semble-t-il, les praticiens, en faisant tout pour éviter d'en arriver à la saisine du juge. C'est clair, je ne devrais pas dire ça, je suis avocat, mais je suis surtout conseil et ami des entreprises. Il ne faut pas en arriver là, le processus échappe. Donc, l'importance de la rédaction des contrats, essayer de se prémunir autant qu'on peut et essayer de régler par des formules de règlement alternatif les différends. Ceci étant, il y a des gens avec qui on ne peut jamais régler les différends, ce sont ceux qui se comportent mal. Et ce que je regrette, c'est que le système qui manque de moyens, par manque de moyens, ne serait-ce que le délai, oublions même l'arbitraire dans l'appréciation. On peut se dire, le juge, il aura du bon sens, il va, bon, très bien. Mais le délai est un facteur qui tue. C'est absolument terrifiant.
Surtout aujourd'hui, dans l'économie d'aujourd'hui, comment peut-on attendre des mois de poursuivre un contrat déséquilibré par hypothèse pendant des mois en attendant de savoir s'il est déséquilibré, si on veut le rééquilibrer, comment, quand, etc. Voilà, ça c'est une question de moyens, ça n'est pas une question de principe. Bien sûr qu'il faut finir par un juge. Quand on a tout épuisé, il faut bien aller chez un juge, mais alors faut-il que le juge ait, un, la compétence, deux, les moyens de donner une réponse rapide, si possible prévisible, en tout cas contrôlable pour les parties. Et ça, c'est un facteur absolument essentiel pour l'attractivité du droit, parce que encore une fois, notre droit ne vaut bien l'autre. La question est de savoir quelle est l'efficacité de la sanction derrière. Et ce qu'on nous reproche dans les classements internationaux, c'est moins notre système juridique que la défaillance dans la sanction de comportements déviants de la part de certains acteurs qui n'agissent pas de bonne foi et qui réussissent à trouver dans la justice, dans sa difficulté de fonctionnement, ses insuffisances de moyens actuels, à trouver un allié de poids, ne serait-ce qu'à travers le temps. Et le temps dans les affaires, c'est absolument majeur. Voilà, je vais donc m'arrêter là, puisque mon temps est compté. Pardon, j'ai dû dépasser les 7 minutes, je n'ai pas chronométré. Nous avons, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que nous sortons en début de semaine prochaine un ouvrage collectif sur la présentation de cette réforme, qui est dans un sens optimiste et positif, comme celui que je viens de donner là. Faisons tous ensemble, ça s'appelle le droit des contrats réformés, et nous avons fait ça sous forme d'un petit guide qui présente la réforme autour de 60 points clés que nous avons identifiés pour les opérations de M&A et de financement en particulier. J'espère que ça aidera les uns et les autres à entrer dans ce nouveau monde, qui n'est pas complètement révolutionnaire, mais il y a incontestablement un nouveau pli à prendre de notre point de vue. Le seul, encore une fois, pour lequel nous ne pouvons rien, mais l'État pourrait beaucoup, c'est de donner au juge les moyens de remplir le rôle qu'on lui a donné. Cher maître, merci beaucoup pour vos observations pertinentes, les 4 observations que vous avez indiquées. Quelque part, moi, je suis satisfait, si vous voulez, parce que développer les contrats, rédiger, etc., tout ça, c'est du préventif, et c'est le rôle que nous, les juristes d'entreprise, on fait depuis maintenant fort longtemps. Et alors, je suis ravi que vous ayez donné l'exemple de la SAS, puisqu'il y a 2 ans, on a fêté les 20 ans de la SAS. La SAS, si ça marche, c'est un contrat, c'est que la respiration. C'est que pour les esprits curieux, et un juriste est un esprit curieux, se gratter la tête, savoir comment on va écrire tout ça, organiser le pouvoir, le contrôle, etc. Mais c'est fabuleux. Je suis intervenu sur la SAS comme véhicule de la coopération internationale. Et maintenant, eh bien, vous savez que en France, c'est le type de société qui est le plus utilisé de très loin. 246 000 par an, on avait vérifié ça il y a 2 ans. Il est question maintenant, et on a échangé pas plus tard que la semaine dernière au ministère des Affaires étrangères avec le professeur Marcadal, d'une SAS européenne. Alors après le GEIE, pourquoi pas la SAS européenne? Il y a un projet aussi, et je me suis fait dire aussi par la Fondation pour le droit continental. En Colombie, il est question de faire l'équivalent de la SAS. Donc, un grand merci. On avait prévu d'annoncer la parution de l'ouvrage que vous avez mentionné le 4 avril. Donc, vous voyez, c'est la semaine prochaine. Mais charité bien ordonnée, comme dit l'autre. Donc, pas de problème. Et alors, de ce pas, je vais tout de suite céder la parole à notre juriste d'entreprise. Le rôle renforcé du juriste, en fait, par Édouard Simon. Je tiens à remercier Édouard Simon qui est là, donc qui a travaillé avec nous depuis le début dans le groupe de travail de la FJE. Ça a été à la pointe sur beaucoup de points. Il a un mandat express, j'allais dire, pour représenter le groupe Airbus dans toute sa variété. Il a beaucoup travaillé l'année dernière. Et en fait, après 5 ans chez Airbus, il termine sa thèse sur les affaires européennes, en fait, essentiellement. Mais il continue, il a encore un mandat
en fait, pour parler au nom d'Airbus. Je vais lui laisser donc la parole. Il a vu ce que c'est un juriste d'entreprise dans un groupe aussi important et aussi emblématique, si vous voulez, qu'Airbus, et il va développer ce point-là. Et ensuite, bien sûr, on aura le point de vue de l'avocat avec votre associé, maître Alexis Marot-Desgrottes. Édouard ? Oui. Merci. Merci Maurice. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier la FJE et les organisateurs de ce colloque de nous permettre de débattre quelques semaines seulement après la publication de l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sur la nature et sur le contenu de cette réforme. Je pense en effet que nous faisons ici œuvre utile en livrant un premier effort de pédagogie qu'il faudra bien sûr continuer. Et je voudrais par ailleurs saluer l'action du groupe de travail qu'évoquait Maurice, qui sous sa direction s'est approprié dès la publication de l'avant-projet les innovations principales de cet avant-projet pour faire valoir généralement de manière avec succès le point de vue et l'expertise de ceux qui seront amenés à mettre en œuvre cette réforme et les éléments principaux de cette réforme. Donc les organisateurs de ce colloque m'ont demandé d'intervenir sur la place du juriste à l'issue de cette réforme et notamment de voir en quoi est-ce que cette réforme venait renforcer le rôle du juriste d'entreprise. Et je voudrais partager avec vous effectivement quelques réflexions que nous avons construites dans le cadre de ce groupe de travail ad hoc qui nous a permis d'élaborer à la fin une position sur cet avant-projet de réforme. Or, quelle est la place aujourd'hui du juriste d'entreprise ? Trop souvent encore, il est perçu comme une fonction support et non pas comme une fonction stratégique de l'entreprise. Trop souvent encore, il est perçu comme le gardien de la conformité du comportement de l'entreprise avec une norme qui lui est imposée de l'extérieur et non pas comme un expert porteur d'une valeur ajoutée qui, par son expertise, va devenir aussi co-créateur de la norme qui s'applique au contrat. Et donc, il est insuffisamment reconnu comme apporteur d'une véritable plus-value stratégique, commerciale, financière ou industrielle. Pour autant, depuis plusieurs années, ce n'est pas un mystère et ce n'est pas une nouveauté non plus, et c'est à ce titre que cette réforme n'est pas une révolution, il s'affirme une tendance d'autonomisation du juriste de l'entreprise et de la fonction juridique au sein de l'entreprise. Qu'on regarde l'autonomisation des directions juridiques qui, pendant de nombreuses années, dépendaient des directions financières et qui aujourd'hui sont des directions à part entière, ou qu'on regarde par ailleurs le nombre croissant de juristes à siéger au conseil d'administration. Or, il nous a semblé que cette réforme, sans constituer une révolution, participait à ce mouvement d'autonomisation. Et bien évidemment, je ne reviendrai pas sur les éléments fondamentaux de cette réforme qui ont été soulignés par les précédents intervenants et qui sont à l'origine du renforcement de ce rôle du juriste d'entreprise. Il y a bien sûr la liberté contractuelle, il y a le caractère supplétif de la très grande majorité des clauses qui sont contenues dans ce nouveau texte, et enfin le principe selon lequel, en cas de doute, l'interprétation du contrat se fait conformément à la volonté du parti et non pas à la lettre du contrat, et ça y compris aujourd'hui dans le cas où cette volonté des parties a pu être exprimée dans un autre contrat, à condition, bien sûr, que ce contrat appartienne au même ensemble contractuel. Donc il nous a semblé, et il m'a semblé, que le rôle du juriste se trouvait renforcé d'un double point de vue. Et c'est sur ces deux axes que je voudrais insister. D'une part, le juriste d'entreprise voit son rôle et sa fonction renforcés dans son rapport au juge. Et il faut noter une tendance à une certaine forme de déjudiciarisation de la résolution des conflits qui est apportée par cette réforme. Et d'autre part, on va trouver aussi, me semble-t-il, dans cette réforme, un mouvement qui va renforcer la place du juriste dans son positionnement au sein de l'entreprise. Donc je tâcherai d'être bref, puisque beaucoup
des éléments qui constituent cette réforme ont déjà été abordés lors de la première table ronde. C'est toujours la gageure de passer en second lieu. Et j'ai tenté donc de faire au plus bref pour laisser la place à l'échange. Donc la place du juriste est tout d'abord renforcée, me semble-t-il, par rapport au juge et à l'action judiciaire. En effet, la réforme du droit du contrat offre, ainsi que le souligne le rapport au président de la République, aux concontractants de nouvelles prérogatives leur permettant de résoudre le contentieux sans nécessairement recourir au juge. Ainsi, par exemple, il en va de la nullité du contrat qui pourra désormais être constatée d'un commun accord, c'est l'article 1178 du nouveau texte, et plus seulement par le juge. En effet, cet article, après avoir rappelé qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, énonce que, bien sûr, la nullité doit être prononcée par le juge, mais ça, c'est vrai, à moins que les parties ne le constatent d'un commun accord. L'existence d'un tel mode de nullité consensuelle, par opposition à la nullité judiciaire, doit être soulignée comme une véritable innovation du texte de la réforme et donc être louée, car elle devrait permettre d'éviter de passer devant le juge pour les cas les plus simples et donc de participer aussi au désengorgement des tribunaux. Toutefois, cet effort de déjudiciarisation n'a pas pour effet de priver la partie lésée de son droit à demander réparation sur la base de la responsabilité extra-contractuelle, et ça, il me semble, c'est important de le souligner. Mais c'est particulièrement au sujet des sanctions de l'inexécution qu'on retrouve dans les articles 1217 à 1231-7 de la réforme, qu'on trouve le plus d'occurrences de cette tendance à la déjudiciarisation du règlement de conflit. C'est peut-être là aussi l'enjeu le plus important de ce mouvement. Il faut tout d'abord, à titre liminaire, souligner l'apport pratique indéniable que constitue le regroupement en un seul endroit du Code civil les dispositions qui traitent de ces sanctions. Le rapport au président précise et rappelle à raison l'éparpillement et l'incomplétude des dispositions actuelles. C'est, pour citer le rapport, l'exécution en nature, par exemple, est traitée avec les obligations de faire et de ne pas faire et les obligations de donner. Les textes sont muets sur l'exception d'inexécution. Enfin, la résolution est évoquée à l'occasion des obligations conditionnelles. Il y a donc là un vrai apport pratique pour le juriste. Parmi les sanctions listées à l'article 1217, dont on notera que si elles ne sont pas incompatibles, elles peuvent être cumulées, ce qui pose bien sûr la question pour le juriste de l'adéquation du moyen utilisé avec l'objectif stratégique qui va être poursuivi par l'entreprise, on relève 3 exemples de prérogatives permettant de résoudre le contentieux sans recourir au juge. Tout d'abord, il faut souligner que le nouveau texte consacre la jurisprudence sur l'exception d'inexécution et même la dépasse. Ce sont les articles 1219 et 1220. L'article 1219 n'appelle pas de commentaire particulier puisqu'il reprend le contenu de la jurisprudence sur l'exception d'inexécution. Par contre, l'article 1220 introduit une véritable innovation et la dépasse la jurisprudence en consacrant une sorte d'exception d'inexécution anticipée ou par anticipation. Une telle prérogative, bien sûr, elle est doublement conditionnée. Tout d'abord, il doit être manifeste que le co-contractant ne s'exécutera pas. Pour ne pas être fautive, l'inexécution, en effet, ne doit intervenir que lorsqu'il est certain que l'autre partie ne pourra ou n'a aucune intention d'exécuter son obligation. Et d'autre part, l'inexécution à venir de l'autre partie doit être suffisamment grave pour justifier cette exception d'inexécution anticipée. On s'accordera avec Moustapha Mekki qui fait remarquer dans un article récent que cette disposition posera très certainement des problèmes d'ordre probatoire, notamment en ce qu'il faudra démontrer que l'autre partie ne pourra pas exécuter son obligation. La réduction du prix, telle qu'elle est posée à l'article 1223, offre un autre exemple. Jusqu'à présent, la réduction de prix n'était pas inconnue du droit civil, mais elle existait uniquement à titre spécial. C'était le cas, par exemple, en matière de garantie des vices cachés, sur lequel je ne m'attarderai pas. Le nouvel article 1223 offre en effet désormais la possibilité au créancier d'accepter une exécution imparfaite du contrat de la part de son débiteur en échange d'une réduction de prix proportionnelle. À la différence du droit spécial, cette réduction de prix
n'est pas ici judiciaire, mais unilatérale. L'article 1223 impose seulement que le créancier ait préalablement notifié le débiteur de son obligation d'exécution parfaite du contrat. Dans le cas où le créancier aurait déjà payé, cette réduction de prix prendra la forme alors d'un remboursement à hauteur de la réduction du prix qu'il sollicite. Le juge ne pourra finalement intervenir désormais qu'à posteriori pour contrôler d'une part le bien fondé de cette demande de réduction de prix, de cette décision unilatérale de solliciter une réduction de prix, et d'autre part interviendra pour contrôler la proportionnalité de cette réduction de prix avec la gravité de l'imperfection dans l'exécution. Enfin, le texte introduit une autre innovation qui participe de ce mouvement de déjudiciarisation, est offerte la possibilité aux créanciers de résoudre unilatéralement le contrat. L'article 226 précise en effet que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Cette prérogative, qui est reconnue par la jurisprudence de la Cour de cassation dans les cas où la gravité du comportement d'une partie le justifie, était, qui plus est, visée explicitement par l'ordonnance d'habilitation et donc ne pouvait pas ne pas être dans la présente ordonnance. La place du juriste, hormis ce mouvement vers une déjudiciarisation des solutions à apporter à des conflits qui pouvaient advenir au cours de la vie contractuelle, nous semble par ailleurs renforcée, et c'est un sujet qui a déjà été évoqué, donc sur lequel je vais essayer de ne pas être trop long. Et donc ce rôle est renforcé par rapport au juge du fait de l'emphase qui est placée dans le nouveau texte sur la négociation comme modalité de résolution des conflits. Ainsi en va-t-il, malgré toutes les remarques et toutes les limites qui ont pu être signalées précédemment, de la révision pour imprévision. L'article 1195 prévoit en effet que l'intervention du juge n'intervient qu'en dernier recours. Et si, effectivement, comme vous le faisiez remarquer, Maître Martel, les parties n'ont qu'un intérêt limité à aller devant le juge, étant donné, disons, sa position particulière, alors à ce moment-là, il existe une incitation pour ces parties à trouver une solution négociée. De même, j'aimerais revenir sur l'enjeu que devrait représenter pour une entreprise la qualification de contrat d'adhésion. C'est l'article 1110 auquel je fais référence. Il est défini comme celui dont les conditions générales soustraites à la négociation sont déterminées à l'avance par l'une des parties. Et en cela, il s'oppose au contrat de gré à gré, dont les stipulations sont librement négociées. Donc on voit bien que c'est la place accordée à la négociation dans le processus de formation du contrat qui est le critère essentiel de distinction entre le contrat de gré à gré et le contrat d'adhésion. Or, cette distinction a deux applications concrètes. D'une part, l'article 1190 rappelle que l'interprétation d'un contrat d'adhésion et de ses clauses se fait contre celui qui l'a proposé, ce qui reprend ici l'état de la jurisprudence. Mais d'autre part, et c'est l'innovation de ce texte, c'est le contrat d'adhésion peut voir certaines de ces clauses réputées non écrites, comme il l'a été précisé auparavant. Et la limitation de ce dispositif au seul cas de contrat d'adhésion met assurément l'emphase sur l'importance de la négociation comme unique mode de construction d'un équilibre entre les parties à un contrat. Dans ce dernier cas, c'est évidemment la question de la stabilité du contrat et de l'équilibre contractuel auquel la formation du contrat a donné lieu qui est en jeu. Se pose ainsi la question du standard de négociation qui est requis pour qu'un contrat soit qualifié de gré à gré ou d'adhésion. Si la définition du contrat d'adhésion peut laisser penser que seront inclus dans cette définition seulement les cas dans lesquels toute discussion a été impossible, c'est le sens d'ailleurs de la notion d'adhésion, une lecture a contrario de la définition du contrat de gré à gré pourrait laisser penser que le champ d'application des contrats d'adhésion pourrait être beaucoup plus large. À n'en point douter, cette distinction devrait être une source de contentieux majeur et de contestation abondante dans les années à venir. Dans ce contexte,
Au-delà du seul renforcement du rôle du juriste du fait du renforcement de la négociation, il semble que le cadrage a priori de ce processus de négociation contractuelle par la juriste et la participation de celui-ci à ce processus pourra s'avérer très utile pour qui voudra éviter une telle qualification. Ce qui nous amène à mon second point, et n'hésitez pas à m'arrêter si je suis trop long. Il me semble par ailleurs que le nouveau droit des contrats renforce également la place du juriste d'entreprise dans la préparation, la négociation, la vie du contrat, et donc finalement au sein de l'entreprise. Le nouveau droit des contrats, en renforçant comme il le fait le rôle de la négociation, voire de l'unilatéralisme dans la résolution des conflits entre les parties à un contrat, renforce également l'importance de la fonction juridique au sein d'une entreprise. Il en est de même à propos du rappel du caractère supplétif du texte, qui confirme le rôle de co-créateur du juriste dans la négociation contractuelle. Plus que jamais, celui-ci apparaît non pas seulement comme le contrôleur de la conformité d'un contrat avec la norme établie au préalable, mais également et peut-être surtout comme le co-contracteur, comme le co-créateur de cette norme. Il est clair que cette capacité, utilisée de manière optimale, permet de minimiser le risque de contentieux, ainsi que vous le faisiez remarquer, et donc appelle à un réajustement de la place du juriste au sein de l'entreprise. Ce recours stratégique au juriste ne concerne d'ailleurs pas nécessairement que les dispositions supplétives. Le devoir général d'information introduit par le texte à l'article 1112-1 en offre un bon exemple. Durant la précédente table ronde, Anne-Laure Godilla a évoqué tout à l'heure l'introduction de ce devoir général d'information d'ordre public et en a dépeint les grandes caractéristiques sur lesquelles je ne reviendrai donc pas. Il semble que l'introduction d'une telle obligation pour les parties devrait avoir pour effet d'inciter les fonctions stratégiques et commerciales d'une entreprise à inclure le juriste dans le processus de négociation contractuelle dès le départ de celui-ci, et voilà pourquoi. L'enjeu principal de ce nouveau devoir pesant sur les parties sera bien sûr celui de la détermination de ces informations dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre. Or, le texte de l'article 1112-1 tente d'apporter des éclaircissements en précisant d'une part que celles-ci doivent avoir un lien direct et nécessaire avec le, avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et en consacrant d'autre part la jurisprudence de la Cour de cassation qui dispense le vendeur du devoir d'informer l'acheteur sur la valeur de la chose acquise, mais ces précisions ne permettent pas de définir a priori quelles informations pourraient être déterminantes, et nous sommes ici dans une analyse au cas par cas. D'autant plus que le 5e alinéa de cet article précise qu'il n'est pas possible aux parties non seulement de se soustraire à cette obligation, mais qui plus est, de limiter ce devoir d'information et donc de définir au préalable, quand bien même ce serait dans le cadre d'une négociation, une liste des informations qui pourraient relever de ce mécanisme. D'ailleurs, il faut noter qu'il n'est pas requis de la partie en possession de cette information qu'elle connaisse elle-même l'importance déterminante de celle-ci pour le consentement de l'autre partie. C'est donc dans le cadre de la négociation elle-même que devront se révéler au cas par cas ces informations. Or, il semble clair que cet équilibre fragile mais nécessaire entre les obligations qui vont découler de ce devoir général d'information et le libre jeu de la négociation normale ne peut être trouvé efficacement que dans une collaboration renforcée avec un juriste qui sera le mieux à même d'éclairer tout au long de la procédure de négociation, du processus de négociation, sur la nécessité de divulguer telle ou telle information. Il s'agit donc ici aussi de préparer la procédure contentieuse, puisque, à minima, étant donné qu'il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était dite de prouver que l'autre partie la lui devrait, l'importance, là aussi, du juriste et de l'inclusion du juriste dans ce processus de négociation est rappelé. Mais un tel changement de perspective sur la place de la fonction juridique n'est pas le seul fait et ne doit pas être le seul fait des commerciaux, des financiers, des stratégistes. Il s'impose également aux juristes eux-mêmes qui doivent se saisir de leur objet de travail dans une optique prospective et stratégique et délaisser la posture classique du contrôleur de la conformité. Or, il me semble que là encore, le texte propose et met à disposition du juriste de nouvelles prérogatives qui lui permettent de se saisir de son objet de travail et d'adopter un comportement stratégique. Je prendrai un seul exemple. Il s'agit du cas de l'action interrogatoire qui est prévue au titre des pactes de préférence. C'est l'article 1123 du nouveau Code civil
qui prévoit la faculté pour un tiers qui souhaiterait contacter en lieu et place du bénéficiaire d'un pacte de préférence d'interroger ce dernier afin qu'il confirme d'une part l'existence de ce pacte et d'autre part son intention de s'en prévaloir. En ne répondant pas à cette demande, le bénéficiaire renoncerait à la possibilité d'attaquer en nullité le contrat conclu en violation du pacte et renoncerait également à toute action en substitution qui a été évoquée tout à l'heure et qu'il pourrait réclamer. On ne reviendra pas ici sur les problèmes qui ont été largement traités pour le bénéficiaire du pacte de préférence que poserait une telle action dans le cas fréquent où ce pacte de préférence contiendrait une clause de confidentialité. Il serait en effet tenu de violer celle-ci afin de confirmer l'existence de celui-ci et son intention de s'en faire valoir et potentiellement, du coup, s'exposerait à une action de la part de son concontractant. Plus préoccupant, il est prévu que le bénéficiaire d'un pacte de préférence qui aurait été violé peut attaquer en nullité le contrat conclu en violation ou même demander au juge de le substituer au tiers dans ce contrat. On voit bien ici que l'objectif de cette disposition est de s'assurer que le pacte de préférence sera respecté et donc de lui offrir en quelque sorte une force obligatoire. Toutefois, ces deux actions, elles ne sont ouvertes aux bénéficiaires du pacte de préférence violé uniquement dans les cas où le tiers, parti au contrat conclu en violation, connaissait d'une part l'existence du pacte de préférence et d'autre part l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Hors de cette hypothèse, somme toute marginale, le bénéficiaire ne pourra agir qu'en réparation du préjudice qu'il aura subi. Il existe donc un véritable enjeu pour le tiers et incidemment pour la partie qui entend violer le pacte de préférence qui la lie, de déterminer dans quelles conditions il a intérêt à utiliser une telle action interrogatoire. C'est ainsi, au terme d'une analyse stratégique pesant les risques et les avantages de recourir à une telle action que le juriste devra prendre sa décision, et non seulement au regard du seul objectif de sécurité juridique. En conclusion, et très rapidement, il me semble que je voudrais en tout cas souligner et saluer une fois encore la méthode qui a été adoptée par la Chancellerie pour l'écriture de cette réforme du droit des contrats. Je viens devant vous d'évoquer en quoi la substance de cette réforme participait à renforcer la place du juriste d'entreprise. Mais il me semble qu'il faut souligner que c'est également la forme de cette réforme qui la renforce, cette place. En effet, l'effort d'association des parties prenantes qui a été réalisé par la Chancellerie à un niveau que j'ai rarement vu en France et encore moins au niveau européen, où pour autant le processus de consultation sont quelque chose de relativement commun. Donc cet effort d'association et cette écoute a amené en effet les juristes à se saisir du droit tel qu'il est et à le penser non plus seulement tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être. Je vous remercie de votre attention. Cher Édouard, merci. On est dans les temps. Donc, on va essayer de continuer. Je vais passer la parole à maître Alexis Marot-Desgrottes, qui va nous parler cette fois de ce qu'on appelle l'unilatéralisme, comme pour citer le professeur Dupichot, en fait, et soit via l'intervention directe, soit via l'intervention indirecte, l'unilatéralisme dans la fixation du prix, mais dans la résolution du contrat, etc., et les questions que ça pose. Cher maître, si vous voulez bien. Allô. Oui. Bonjour à tous. Donc, quel rôle pour le juge après la réforme, quelle intervention dans le contrat? Je crois que tout a été dit, donc je tenterai une synthèse du rôle du juge à travers la réforme. Je vais partir de loin, mais c'est nécessaire pour comprendre la philosophie un peu de la réforme. À l'époque romaine, la liberté de contracter l'emporte et le contrat est seul la loi des parties. C'est ce qui est repris dans le Code civil en 1804. C'est le principe de l'autonomie de la volonté. Donc la convention est considérée comme un acte obligatoire, à la fois pour les parties et pour le juge, c'est 1134. C'est le principe de la force obligatoire des contrats. Donc le juge doit donc respecter le contrat comme il respecte la loi. Mais le juge, peu à peu, a été amené à intervenir dans le contrat malgré l'absence de règles spécifiques dans le Code civil à cet égard. C'est l'opposition qu'il y a entre l'idéologie libérale de non-ingérence du juge dans le contrat et puis l'idéologie solidariste où chaque contractant doit prendre en compte et respecter les intérêts légitimes du partenaire.
Donc le solidarisme, c'est basé sur le postulat que les contractants ne sont pas égaux entre eux. Il y a un professionnel, un non professionnel. Il faut protéger la partie la plus faible. Et forcément, avec l'évolution de la société de consommation, les relations contractuelles ont considérablement été modifiées. Et la théorie de l'autonomie de la volonté, elle a été dominante à un moment, mais elle a été considérablement affaiblie par ce solidarisme contractuel. Cela a eu donc deux conséquences. La première, c'est que les contractants s'opposent de plus en plus l'équilibre du contrat. Et cette notion, on voit qu'elle est difficile à appréhender. C'est une notion d'égalité. L'égalité, c'est bien, mais l'équilibre, c'est toujours difficile à trouver. La deuxième conséquence, c'est que le recul de l'autonomie de la volonté, ça a été marqué par une intervention plus importante du juge. Donc on le voit, sous l'empire de l'autonomie de la volonté, le juge se voyait opposer la force obligatoire du contrat. Désormais, avec l'affaiblissement de celle-ci, il intervient de plus en plus dans le contrat. Donc le rôle du juge, il est marqué par ces deux théories paradoxales, et c'est de là que déroule son rôle et le pouvoir qu'il a. Hier, la tendance, c'était que le juge devait interpréter, il devait contrôler, il devait modifier parfois, mais il ne devait jamais s'imposer dans le contrat. C'est pour ça que la doctrine et la jurisprudence n'avaient jamais accepté la théorie de l'imprévision. Alors, face à ce refus d'immixtion dans le contrat, il utilisait d'autres notions, comme la loyauté contractuelle, la bonne foi, l'équité. Aujourd'hui, avec la réforme, le droit a une fonction sociale, et c'est l'entraide des parties pour aboutir à la justice, là où l'autonomie de la volonté a échoué. Et donc, pour éviter une intervention trop importante du juge, la réforme a souhaité que l'équilibre se fasse en laissant le contrat aux parties, c'est-à-dire qu'une partie peut prendre sous sa propre responsabilité, utiliser un droit qui est un peu exorbitant et de manière unilatérale intervenir dans le contrat. Donc ce que l'on peut dire de la réforme, c'est qu'elle est empreinte de ses oppositions avec de la poursuite d'objectifs contradictoires, la sauvegarde de l'équilibre tout en laissant le contrat aux parties et en opérant le retrait du juge dans une certaine mesure. Voilà. Avant de rentrer dans le détail de la réforme, je voulais parler un peu du juge. Et qui est le juge ? Alors c'est tout d'abord, tout le monde le sait, une juridiction de l'ordre judiciaire civil répondant au droit de tout justiciable de porter son différend devant le juge pour le savoir bien fondé. Et le juge a quelques obligations. D'abord, il doit juger à peine de déni de justice, et puis ensuite, il doit statuer en droit. Et ce juge, c'est en réalité un magistrat, et il y a de multiples magistrats, de multiples personnalités. Il y a des magistrats qui sont professionnels, d'autres qui sont non professionnels. On peut voir que certaines notions ne seront probablement pas interprétées de la même manière par un tribunal de commerce et un conseil des prud'hommes. Et c'est cette diversité des juges qu'il faudra prendre en compte. On voit que même au sein de la juridiction de la Cour d'appel de Marseille, 2 tribunaux de commerce n'auront probablement pas la même interprétation de la même notion. Donc il va falloir attendre quelques années pour qu'il y ait une certaine harmonisation au niveau de la Cour d'appel de Marseille. Et puis ensuite, que ça monte quelques années après au niveau de la Cour de cassation, sous réserve qu'évidemment les 2 chambres civiles soient d'accord. Donc pour l'interprétation de ces notions et pour savoir ce qu'elles veulent dire, rendez-vous dans 10 ans. Voilà. Maintenant que le décor est planté, l'intervention du juge peut se faire de différentes manières, de manière directe et de manière indirecte par les interprétations des nouvelles notions. Mais avant d'aborder ces 2 points, et en reprenant un peu ce qui a été dit, je voudrais vous faire prendre conscience de l'unilatéralisme qu'il y a dans le contrat, puisque l'objectif, c'est d'essayer que les parties s'entendent dans un premier temps. Donc on laisse à la partie la plus faible la possibilité d'intervenir. Et puis si vraiment on n'y arrive pas, dans ces cas-là, on va voir le juge dans un deuxième temps. Et donc ce qu'opère la réforme, c'est tout d'abord un retrait du juge du contrat. Tout d'abord, on l'a dit, avec les actions interrogatoires. On voit, alors, les actions interrogatoires elles sont en vigueur aujourd'hui, alors que le texte de la réforme entre en vigueur le 1er octobre 2016. L'objectif, là, c'est de trouver une solution entre les parties avant d'aller voir le juge. On l'a vu, pacte de préférence, la possibilité d'interroger pour savoir si une partie entend se prévaloir d'un pacte de préférence, s'il existe un pacte de préférence, une possibilité de questionner une personne sur l'étendue de ses pouvoirs, et puis la possibilité de poser des actions interrogatoires en matière de nullité. L'action interrogatoire en matière de nullité, c'est là pour lever une incertitude. Lorsqu'on pense qu'il y a
y a un vice de nullité qui affecte le contrat. On souhaite pouvoir essayer de purger ce vice. Donc concrètement, comment on fait ? Une partie écrit à une autre en lui disant confirme-moi que le contrat est valable, soit agit en nullité au bout de 6 mois, dans un délai de 6 mois, sinon après tu es forclos. Voilà. Donc c'est un retrait du juge qui laisse les parties s'entendre sur des éléments importants du contrat, sur les nullités. La réforme permet aussi à une partie, ça a été dit, une suspension par anticipation du contrat sans aller voir le juge. Là encore, un retrait du juge. C'est la suspension, ce qui est nouveau, vraiment nouveau, l'exception d'inexécution, tout le monde connaissait, mais la suspension par anticipation, c'est l'exception d'inexécution préventive, ça, c'est une vraie avancée. Tout ça pour essayer de limiter le préjudice, pour faire pression sur les concontractants. Donc c'est l'article 1220 du Code civil qui prévoit une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste, c'est ce que tu as dit, que son concontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Voilà une possibilité de suspendre par anticipation au risque et péril de la partie qui le fait, mais c'est un retrait du juge qui s'opère. Retrait du juge là aussi, puisque la nouvelle réglementation prévoit la résolution de manière unilatérale par l'une des parties sans recourir au juge. C'est la résolution en cas d'inexécution suffisamment grave. C'était une jurisprudence qui a été consacrée. Désormais, l'article 1226 prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Donc désormais, il y a la possibilité érigée d'un véritable remède pour la victime d'une inexécution contractuelle. C'est un peu l'efficacité économique qui est recherchée, c'est-à-dire que ça permet à une partie de dire « Oh là là, je sens que la contrepartie est faible en face, il ne va pas y avoir d'exécution, je suspends par anticipation et puis je vais conclure avec une autre personne pour avancer. Je ne passe pas devant le juge, je vais très rapidement et ça sauvegarde l'efficacité économique du contrat. » Encore un retrait du juge, mais cela a été dit, la réduction du prix, l'article 1223, le créancier peut, après une mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. On essaye que les parties s'entendent dans un premier temps, et puis le juge intervient après. Donc un ensemble d'éléments qui opèrent un retrait du juge. Mais passons maintenant à l'intervention du juge dans le contrat, qui peut être directe ou indirecte. Alors, l'intervention directe, elle peut se faire de plusieurs manières. Le juge intervient pour compléter le contrat, il intervient pour modifier, et il intervient même parfois pour enlever des parties du contrat. Alors, dans un premier temps, il intervient pour compléter le contrat. C'est ce qui est prévu. Il y a une modification significative et il intervient pour fixer le terme d'une obligation. Tout ce qui est conditions et termes des obligations ont été modifiés très significativement par l'ordonnance. Il y a aujourd'hui 14 articles qui sont prévus. Ils ont eu le mérite d'alléger très significativement les dispositions et puis le mérite de clarifier les choses. Désormais, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. Elle est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. Et au regard du terme, par opposition et à contrario, le terme, lui, est un événement futur et certain. Et on nous dit qu'il peut être express ou tacite, et surtout, qu'à défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties. Donc le juge vient interpréter, vient compléter le contrat pour que celui-ci se poursuive. Dans un deuxième temps, le juge intervient en modifiant le contrat pour qu'il se maintienne, pour qu'il y ait une certaine poursuite. C'est la théorie de l'imprévision, évidemment. Alors là, je ne rentrerai pas dans tout ce qui a été dit, mais le fait générateur, vous l'avez compris, ce sont des critères qui sont assez vagues, le changement de circonstances imprévisibles, excessivement onéreuses. Bon, ensemble qu'il faut essayer peut-être de circonscrire. Donc j'ai compris du professeur Mercadal que sous réserve de l'abus de droit, les parties qui souhaitent tarir les sources de litige donc accepteront le risque d'imprévision de manière unilatérale ou réciproque, ou alors elles aménageront les conditions qui permettent de mettre en œuvre l'imprévision par les fameuses MAC clauses. Ce qui est
vraiment nouveau et particulièrement important, et cela a été dit, c'est la possibilité pour le juge de fixer à la demande d'une des parties, de réviser le contrat ou d'y mettre fin. Donc de manière unilatérale, on peut déboucher sur une révision judiciaire ou sur la fin du contrat. Et si c'est la fin du contrat, quelles en sont les conséquences? Est-ce que je vais indemniser le manque à gagner résultant de cette fin prématurée, ou est-ce que je vais indemniser l'ensemble des investissements que j'avais faits dès le début pour aller jusqu'à la fin du contrat? Tout ça n'est pas dit. Donc c'est à préciser dans vos contrats. Sinon, c'est à l'appréciation souveraine des juges du fond. Le juge intervient directement dans le contrat, toujours pour modifier le contrat, avec parfois un pouvoir modérateur. Ce sont la possibilité d'intervenir sur les clauses pénales. Alors là, c'est la reprise de la jurisprudence avec l'article antérieur, 1231.5, qui rappelle la faculté pour les parties de prévoir contractuellement que celui qui manquera d'exécuter une obligation paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, avec la possibilité pour le juge de modérer ou d'augmenter la pénalité qui est convenue. Je passe, mais encore une possibilité pour le juge de venir et de modifier le contrat en le modérant. Le juge intervient, parfois dans certains cas, pour enlever certaines parties du contrat que les parties avaient conclu. Il y a une force obligatoire du contrat, mais le juge n'est pas lié par cela dans certains cas. Alors, c'est évidemment la réglementation sur les clauses abusives. Vous l'avez compris, qu'est-ce qu'une clause abusive? Alors, c'est défini. C'est toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et qui est réputée non écrite. Et il est précisé, l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Alors, au début, dans le projet d'ordonnance, ça devait s'appliquer à tous les contrats. Et puis, bon, ça créait quand même une certaine insécurité juridique, donc ça a été limité aux contrats d'adhésion, donc les contrats qui n'ont pas été négociés, donc les fameuses conditions générales de vente. Voilà. Donc le juge peut intervenir pour supprimer ces parties. Autres éléments d'intervention directe, mais là je passerai très rapidement parce qu'ils sont contenus. Le juge peut suspendre le contrat. Il peut intervenir, c'est aujourd'hui ce qu'il y a à l'article 1244.1 du Code civil, d'accorder des délais de grâce. Ça, c'est entièrement repris dans l'article 1343.5. Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de 2 années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Suspension possible du contrat. Autre intervention directe du juge, il peut mettre fin au contrat. Donc ça, on le sait, avec la possibilité d'une résolution judiciaire. Ce qui est nouveau, c'est l'intervention de la caducité, qui est repris de jurisprudence antérieure, mais vraiment qui est repris avec la réforme, et qui est repris un peu bizarrement au niveau de la formation du contrat, alors que la caducité, c'est en cours de contrat la disparition d'un des éléments essentiels du contrat pour sa validité, et la suspension et l'anéantissement du contrat pour l'avenir. On peut supposer que la loi d'habilitation reviendra là-dessus. Voilà, je terminerai rapidement, je crois qu'il me reste 5-6 minutes, sur les interventions indirectes dans le contrat. Alors les interventions indirectes, elles peuvent se faire à plusieurs titres. Tout d'abord, par l'interprétation du contrat, et puis ensuite par l'interprétation des nouvelles dispositions législatives que l'on a créées, des nouvelles notions. Donc l'interprétation du contrat, le juge peut toujours interpréter le contrat lorsque celui-ci est obscur. S'il est clair et il est sans ambiguïté, dans ces cas-là, le juge doit appliquer le contrat et il s'impose au juge. Mais c'est vrai que quand il est ambigu, dans ces cas-là, le juge doit faire un effort d'interprétation qui ne lèse ni l'une ni l'autre des parties. Alors, il y avait des principes d'interprétation du contrat qui s'appliquaient au juge, et ils ont été repris, beaucoup mieux rédigés et beaucoup plus clairs. Je vais vous en citer quelques-uns, ça va faire appel à des souvenirs. Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties, plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ces termes. Toutes les clauses du contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Lorsqu'une clause est susceptible de 2 sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. Voilà. Des principes repris avec beaucoup plus de clarté en matière d'interprétation du juge qui sont des guides obligatoires. Mais là où l'intervention du juge risque d'être la plus forte,
c'est dans l'interprétation des nouvelles notions qui sont données par la réforme. Et là, le juge, c'est le complétement indispensable de la loi. C'est-à-dire que c'est le juge qui va déterminer, de par l'interprétation qu'il va avoir des nouvelles notions, s'il donne de la consistance à ces notions ou s'il les vide complètement de sa substance. Je donne des exemples. Le devoir précontractuel d'information, on en a parlé, qui est la déclinaison d'un devoir de bonne foi. Le nouveau texte commande que s'il y a une partie en négociation qui se trouve en possession d'une information pertinente, elle doit la transmettre à l'autre partie. Bon, mais c'est quoi une information que je dois transmettre? C'est une information, dit le texte, on est venu préciser, dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre. Oui, mais ça veut dire quoi? On a précisé encore. Ce sont des informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Bon, avec ces précisions, ça rassure quand même modérément. On voit que c'est soumis à l'interprétation souveraine des juges du fond, donc il faut préciser. La bonne foi, on l'a mise au niveau de la préparation du contrat, au niveau de la conclusion du contrat, au niveau de l'exécution du contrat. Donc là, on a saupoudré partout. Mais ça veut dire quoi, la bonne foi? La bonne foi, c'est l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. C'est aller un peu plus loin. C'est ne pas agir en contradiction avec une attente suscitée chez l'autre, qui pouvait raisonnablement penser que je savais. Bon. Est-ce que c'est imposer un devoir de collaboration pour permettre l'exécution du contrat et que le contrat puisse produire des effets? Encore, on va très loin. C'est quoi la bonne foi? C'est pas dit. C'est à l'interprétation souveraine des juges du fond. Autre notion, on l'a vu, la violence a été renforcée très significativement avec l'abus de l'état de dépendance. C'est quoi l'abus de l'état de dépendance? C'est un avantage manifestement excessif quand quelqu'un est dans un état de dépendance. On voit toutes les interprétations qu'il vont y avoir autour de ça. Surtout que ce n'est pas uniquement dans les rapports économiques, mais rien que dans les rapports économiques. J'ai une société qui est contrôlée à 100% par sa mère. C'est quoi l'état de dépendance? Ça s'applique à l'appréciation des souveraines des juges du fond. Alors il y a des choses il y aura moins d'interprétation souveraine des juges du fond sur la cause, parce que ça disparaît. Néanmoins, la fonction demeure, c'est-à-dire qu'on l'a remise un peu partout, avec des équivalents fonctionnels. Donc la conformité du contrat à l'ordre du public, maintenant c'est le contenu du contrat. Et le contenu du contrat ne peut déroger à l'ordre du public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par les parties. Donc la cause illicite ou immorale, ça y est, c'est repris, on l'a ici. Et ensuite, il y avait l'absence de cause. Et alors, l'absence de cause intervenait pour des garanties minimales d'équilibre des prestations contractuelles. Et alors là, on voit toutes les notions qui vont permettre des interprétations différentes. Alors, l'équilibre des prestations, ce sera à travers l'interprétation de dispositions déclarant nuls les contrats onéreux comportant au profit du débiteur une contrepartie illusoire ou dérisoire. Nouvelle notion à interpréter. Aussi, les clauses qui frappent d'inefficacité, les clauses privant de substance l'obligation essentielle du débiteur à l'appréciation souveraine des juges du fond. Dans les contrats d'adhésion, des clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et l'obligation des parties. À votre bon cœur, messieurs, dames, toujours à l'appréciation souveraine des juges du fond. Donc on voit de multiples possibilités d'intervention du contrat, dans le contrat, de manière indirecte par le juge. Donc voilà, en conclusion, face à cette situation, et si vous me permettez, je crois c'est filmé, mais je me permettrai un mot, il faut vraiment une éducation du juge pour que l'équilibre, la solidarité, la justice contractuelle, elles ne viennent pas là se retourner contre la vie des affaires. Et la protection du plus faible, elle est louable, mais elle ne doit pas conduire à créer une peur à la conclusion du contrat. Et ça va être tout ça l'enjeu du rôle du juge pour demain face à cette réforme. Cher maître, merci beaucoup pour ces observations fort pertinentes sur notamment le rôle du juge et l'unilatéralisme. Alors voilà, on est presque dans les temps, à 5 minutes près. Alors je rappelle, parce que cette fois on m'a donné le titre exact, donc que maître Alexis Marot-Desgrottes et le cabinet, donc Auric Rambaud-Martel, publie le 4 avril un ouvrage qui s'appelle le droit des contrats réformés, les 60 points clés pour maîtriser les opérations de fusion-acquisition et de financement. C'est aux éditions Michalon et ça sort donc le 4 avril 2016, effectivement, puisque
on peut parler à partir des règles générales de l'application aux opérations de fusion-acquisition de ces principes généraux, puisque là on parle du droit commun des contrats. Alors, il m'a été donné de conclure cette matinée très riche, en fait, à travers deux sujets. Ce que je vais essayer de faire, si vous voulez, rapidement pour rester dans les temps. Ceux qui ont le plus de peine, j'ai lu je crois que c'était un article fait par une avocate, hashtag je suis 1382, et alors les gens vont pleurer, 1382 c'est fini, donc ça devient les articles 1240 à 1244. Il n'y a pas mort d'homme une fois qu'on a lu, si vous voulez, ça ira. Mais bon, comme m'a dit un confrère, pour la renumération du Code du travail, il a mis 3 ans à s'y faire. Donc je pense que ce sera quand même moins. Ce qui va être par contre plus difficile à faire, ça on ne l'a pas encore fait, on a fait pas mal de choses à la FJE, mais on va s'y mettre, c'est un changement de vocabulaire. D'accord ? Il n'y a plus la cause, c'est plus l'enrichissement sans cause, il n'y a plus le sous-seing privé, c'est sous signature privée, il n'y a plus la chose. Il y a la prestation. Alors des fois, on retrouve la chose. Hein. C'est pas aussi radical que ça. Mais il faut effectivement faire un petit changement de l'objet. Oui, oui. Alors là, je vais vous donner l'auteur parce qu'on a glosé beaucoup avec lui. C'est le professeur Nicolas Molfessi qui enseigne le contenu. En fait, alors le problème, c'est le contenu de quoi ? Le contenu de l'obligation, le contenu du contrat, et vous retournez en rond à un moment donné, c'est un peu kafkaïen comme chose. Mais bon, derrière cela, effectivement, il y a un certain nombre de choses pratiques qui viendront. On l'a dit tout à l'heure, la responsabilité n'est plus délictuelle, elle est extra-contractuelle. Donc il faut s'y faire aussi. Je pense qu'avec le temps et des jeunes générations, la cause, ça fait couler beaucoup d'encre, surtout chez les universitaires. Madame Champallon ne l'a pas cité, mais je le tiens d'elle. On attribue au professeur Guestin la chose suivante. Si vous avez compris la cause, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Bon, donc, voilà. Et c'est vrai qu'une des raisons de la suppression, c'était que c'était incompréhensible pour les juristes anglo-saxons, puisqu'ils n'ont pas cette notion, même si les fonctionnalités, ça a été dit ce matin, ont été gardées. Le but de la cause, la finalité, etc. Voilà en partie une réponse à votre question. Alors, s'il n'y a pas, je vais essayer de terminer à travers les 2 points qui m'ont été posés, qu'on m'a attribués, qui sont des points importants. Dans le nouveau contrat, quelle sécurité juridique pour l'entreprise ? Quid de l'attractivité du droit français ? Bon, vous l'avez vu, on est dans la continuité et des innovations. On a dit 75% d'incorporation à droit constant des solutions de jurisprudence, 25% d'innovation, qui pose question, comme vous l'avez vu, sur l'imprévision, par exemple. Le point numéro 1, c'est ce qu'on dit partout où on a l'occasion de porter la bonne parole. Il faut que vous, les juristes d'entreprise, dans les directions juridiques, vous mettiez à lire. On est obligé de faire l'investissement. C'est un gros travail. Hein, il y a 370 articles maintenant et une trentaine de pages du journal officiel, mais encore plus, il y a 40 pages, le rapport au président de la République. Donc il y a une qualité, personnellement, je trouve exceptionnelle, même si juridiquement, elle n'a pas le statut de travaux préparatoires quand la loi de ratification sera faite peut-être, mais il y a dedans des choses assez extraordinaires, des principes d'interprétation. Je pense que ce sera un modus operandi pour le juge, qu'on le veuille ou non. Si vous voulez, parce que ça a quand même été rédigé par la chancellerie, comme tout travaux préparatoire. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça enlève du pouvoir au juge. Mais je veux dire que ça va s'imposer d'une certaine manière à lui. En tous les cas, pour nous, les rédacteurs de contrats, pour nous qui avons à réfléchir, c'est un outil absolument indispensable et il faut faire l'investissement de lire. Donc ça, c'est un message pour vos juristes dans vos directions juridiques. En fait, deuxième message aussi, le groupe de travail que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer, si vous voulez, c'est focalisé sur ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire les contrats industriels, en fait, via la composition. Mais on avait aussi une juriste de banque. Il est évident que pour tous ceux, et il y en a, j'ai vu la liste des personnes ici,
qui sont dans le droit de la distribution, dans le droit de la consommation, dans le B2C, comme on dit. Il y a quelque chose d'urgent à faire. Vous l'avez vu, on a dit tout à l'heure, les conditions générales. Je crois qu'il faut revisiter les conditions générales d'achat, de vente, de près, par rapport à la loi nouvelle. Pour ça, moi, personnellement, ce que je ferais si j'étais à la tête d'une direction juridique comme celle-là, j'essaierais de mettre autour de la table des jeunes juristes, des juristes plus expérimentés, notamment des juristes de contentieux, et d'aller à travers les clauses, si vous voulez. C'est parfois pas facile à faire, mais l'investissement est important. Il faudra le faire. On a encore un peu de temps. Le 1er octobre pour l'entrée en vigueur. On n'a pas parlé du détail du droit transitoire, mais les solutions sont classiques, si vous voulez. Voilà pour les côtés pratiques. Alors, est-ce que finalement, ça améliore la sécurité des transactions? C'est indiscutablement, Mme Champalon vous l'a dit, un des grands objectifs. Améliorer la stabilité du droit, améliorer la lisibilité du droit, améliorer l'accessibilité du droit, comme l'a expliqué il y a maintenant un peu plus d'un an le professeur Dupichot, qui est secrétaire général de l'association Henri Capitan, diffusion de la culture juridique française. Il y avait un droit commun des contrats qui est quasiment inchangé depuis 1804, écrit avec le vocabulaire de 1804. Et j'ai lu quelque part que Stendhal lisait le Code civil comme son livre de chevet, si vous voulez, tellement c'était écrit de manière assez géniale. Il y avait du génie quelque part. Regardez 1382, enfin 1244 maintenant. Le texte n'a pas changé aujourd'hui, en tous les cas. Vous verrez comme c'est clair quelque part. Mais en dehors de ça, ces textes-là ont traversé la révolution industrielle, ont traversé les révolutions technologiques. Il y a une accélération du temps avec la technologie ces dernières années phénoménale. Et c'est aussi le mérite des juges d'avoir bâti 2 siècles de jurisprudence, si vous voulez, avec des choses qui n'existaient pas. Madame Champalon nous a cité la charrette à foin. Maintenant, on parle de questions sur le spatial. On parle des questions qui touchent aux objets connectés. Je me suis laissé dire qu'il y a eu un premier livre qui est sorti sur le droit des robots. Aussi, etc. Vous voyez donc quelle accélération du temps ça donne. Alors, comment rechercher la stabilité là-dedans? Il y a un point que j'aime souligner, je l'ai dit aux gens du ministère, il ne faut pas céder à la démagogie. On vous dit quelque part que grâce à la modernisation du langage, eh bien maintenant, un quidam pourra se dispenser d'utiliser un spécialiste. Bon courage. Hein. Si vous voulez, tous les gens qui sont là ont fait des études. Le droit, c'est des longues études. Ce qui est lié à l'activité humaine, c'est rarement blanc ou noir, mais c'est plutôt gris. Et pour ça, eh bien, il faut, si vous voulez, des techniques. Il faut un art. Et je ne pense pas, en tous les cas, vous savez que la FJE s'est associée avec le professeur Dondero et l'Université Paris-Sorbonne. On a tourné un MOOC dans lequel il y a 14 000 inscrits, si vous voulez, dedans au jour d'aujourd'hui. Eh bien, il y a une enquête qui a été faite donc, par le Panthéon-Sorbonne. Plus de la majorité des gens inscrits au MOOC, il y a même des juges qui se sont inscrits, sont des gens d'un niveau d'études juridiques M2, c'est-à-dire DE1. Donc on est loin du quidam, si vous voulez, que Mme Taubira a appelé de ses voeux pour suivre. D'ailleurs, j'ai lu une chronique du professeur Mazot qui a dit « Réforme, quelle réforme ?» Alors il pensait que ça allait faire l'ouverture du journal de 20 heures. En fait, c'est la réforme du Code de travail qui a fait ça, mais pas la réforme du droit. Mais c'est le truculent Denis Mazot. Alors, améliorer donc cette stabilité, la volonté est là. Améliorer la prévisibilité, ça on en a besoin. Si vous voulez un droit qui change trop facilement, c'est pas le cas du droit des obligations, on l'a dit. Mais face à ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un développement d'un kyrielle de droits spéciaux. Regardez le nombre de codes, si vous voulez, les assurances, le code du travail, monétaire et financier, la consommation, etc., qui se sont développés. C'est pour ça qu'une de nos remarques principales lorsqu'on s'est réunis, c'est de dire qu'il faut maintenir le principe que la loi spéciale l'emporte sur la loi générale. On a demandé à ce que ça soit mis dans le chapitre préliminaire, ce qui a été fait. Et donc maintenant, en tous les cas, pour ce qui est des contrats du B2B, si vous voulez, on a une solution juridique claire. Alors, est-ce que ça aura un impact aussi sur les opérations de fusion-acquisition? C'est l'objet de votre livre. C'est des sujets qu'on a touchés, on va dire peut-être à la marge, fondamentalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui touchent au droit des sociétés.
Certes, il y a des choses qui touchent au droit des contrats, si vous voulez, mais la promesse unilatérale de vente est touchée, les avant-contrats sont touchés. Alors, la question de la MAC-clause aussi, bon, ça c'est la bombe atomique, si vous voulez, en fait, à ce niveau-là. Donc, est-ce que ça améliorera la stabilité? On peut le penser, en fait. Alors, cette question, si vous voulez, elle appelle aussi la deuxième. Il y a le principe, et vous l'avez bien souligné, monsieur le professeur, de la liberté contractuelle, réaffirmée. La liberté contractuelle, c'est un pilier des droits modernes, droits occidentaux. Je suis passionné par l'interculturel et juridique et je ne connais pas la charia islamique, mais enfin, dans les droits occidentaux, si vous voulez, le contrat fait partie du patrimoine humain, du génie, même si on se tapait dans la main avant. Mais les principes sont là. La liberté contractuelle est là. Il faut savoir la mettre en œuvre, savoir la vouloir, comme vous avez dit, se donner les moyens de la faire. Ça, tout à fait. Protéger davantage la partie faible. Alors ça, on va y venir dans la deuxième question que nous reprochent nos amis anglo-saxons. Ça, c'est la tradition sociale et humaniste du droit civil français. Bon, la question, on l'a évacuée pour ce qui est du contrat de B2B. Quand Airbus, qui est devant moi, vend un avion à Air France, si vous voulez, je ne sais pas qui est la partie faible. En fait. Donc la question ne se pose sûrement pas. Maintenant, si on est dans le droit de la consommation, bien sûr que la question se pose, bien sûr qu'elle doit être traitée, si vous voulez, mais on ne peut pas traiter les choses de la même façon. L'extension de l'obligation de bonne foi, la bonne foi est d'ordre public, et maintenant, comme je dis, la bonne foi est à tous les étages depuis la formation du contrat. Ça, c'est un point majeur de différence avec nos amis anglais. Vous savez que dans le droit anglais, la bonne foi n'existe pas. Ni au stade de la formation, ni au stade de l'exécution. C'est comme ça. Il y a une différence majeure, si vous voulez. Le devoir général d'information, on a essayé de le combattre, en fait, parce que là aussi, dans les contrats du B2B, c'est difficile de penser qu'on a omis une information déterminante dans des contrats qui sont extrêmement techniques, si vous voulez. Ça peut être la fraude, ça peut être la mauvaise foi, ça peut être la malversation, mais c'est sûrement pas, si vous voulez, un manquement au devoir d'information. Là aussi, c'est une notion du droit de la consommation. J'ai parlé de bonne foi pour le droit anglais. Je vous signale, empêche, il y a déjà, vous m'avez signalé le texte de la clause pénale en Angleterre que je connaissais, mais sur la bonne foi, je vous signale, il y a un arrêt de la Cour suprême du Canada du 13 novembre 2014 qui s'appuie sur la bonne foi. C'est la première haute juridiction anglo-saxonne de common law qui fait appel à la bonne foi. Alors, ce n'est pas les États-Unis, c'est le Canada anglais. Oui. Il y a le règlement de la Cour d'arbitrage de Londres vient depuis 2 ans a mis une clause, tout arbitrage doit se dérouler de bonne foi. C'est-à-dire que le common law d'aujourd'hui, il ne faut pas en parler comme de celui d'hier. C'est sur le point sur lequel j'attire votre attention. Tout à fait. On va y venir aussi. La prohibition des clauses abusives, on en a parlé. L'office du juge. Alors, l'office du juge, bon, vous avez entendu parler, il y a beaucoup de critiques qui ont été portées. Il va falloir attendre, en fait, voir ce que donner. En tous les cas, on a eu l'occasion de discuter avec des juges consulaires l'année dernière à Rouen, qui sont aussi des directeurs juridiques d'entreprise. Entre parenthèses, au tribunal de commerce de Paris, 25% des juges consulaires sont d'anciens juristes d'entreprise ou directeurs juridiques d'entreprise. 25%, le chiffre m'a paru énorme quand je l'ai su. Et alors ces juges-là, c'était à Rouen, il m'a dit, mais nous, on n'a pas le temps. Comment vous allez voir qu'on va régler les problèmes sur l'imprévision si les parties, et normalement les parties sont responsables, elles vont trouver un accord. Si vous voulez, c'est le bon sens au-delà. Si les partis ne trouvent pas, comment voulez-vous que nous, on trouve sur des questions techniques, sauf celle qui ne veut pas. C'est la boîte de Pandore dont j'ai parlé tout à l'heure. Entre parenthèses, j'ai vérifié ce point encore hier soir. Aux États-Unis ou en Angleterre, le hardship n'est pas admis de manière extrêmement large. C'est quelque chose qui est admis de manière restreinte, si vous voulez, par les juges aussi. Ce n'est pas la porte ouverte à toutes les révisions. Alors, stabilité et l'attractivité.
Va-t-on améliorer l'attractivité du droit français? J'ai mis un point d'interrogation. Ça veut dire déjà que vous avez la moitié de la réponse. Ce qui est certain, si vous voulez, on part d'un constat qui fait que le droit français n'était pas un droit axé sur le commerce international, très clairement. C'est le droit de 1804, c'est l'homme de Kant, critique de la raison pure, c'est l'homme de la raison, si vous voulez. C'est pas l'homme du commerce, c'est pas l'homme des grandes navigations et les conquêtes du monde, si vous voulez. C'est pas le code du business. Ça, c'est un fait, si vous voulez. Il faut bien comprendre d'où on part. À partir de là, il fallait rattraper du retard. Ça, sûrement. Sûrement. On a rattrapé du retard avec cette réforme. Les auteurs sont tout à fait d'accord. Mais je l'ai dit, pas la semaine dernière au ministère des Affaires étrangères, mais l'année d'avant, le droit des affaires français a produit des outils internationaux. Qu'on pense, il y a déjà un certain temps, au GIE. GIE, c'était déjà une ordonnance, 1967, qui a donné naissance à un GEIE, Groupement européen, 1984. Alors c'est un peu passé de mode, vous me direz, mais bon. Mais ça vient de la production française. La SAS, j'étais content que vous parliez de la SAS, on a fêté les 20 ans de la SAS. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ça marche? Parce que c'est un contrat. Parce qu'il y a une plasticité, parce que vous pouvez créer tout ce que vous voulez, sauf l'appel public à l'épargne. C'est la seule restriction, si je me souviens bien. Mais pour tout le reste, dans la coopération internationale, c'est un outil magnifique. Donc dans le monde, dans la mondialisation, dans la convergence, si vous voulez, il y a une convergence, en fait, autour du contrat et de la plasticité contractuelle. Et en fait, face à la rigidité qu'on donnait au droit français. Et alors, figurez-vous, il n'y a pas de hasard. J'ai ressorti un texte des différences entre la common law et la civil law. Dans certains professeurs Mercadal, c'était en l'an 2000. Vous voyez, dans l'association de droit et commerce, où vous faisiez déjà le rapprochement. Il y avait le procès de rigidité, si vous voulez, qui était fait face à la liberté totale dans les affaires que donnaient les Américains notamment. Alors, bon, en dehors de cela, si vous voulez, des efforts qui sont faits par la Fondation pour le droit continental et d'autres associations, il y a des efforts limités qui sont faits par le ministère de la Justice. On a 80 magistrats détachés dans un certain nombre de pays. Mais pour des raisons budgétaires, vous avez parlé de moyens, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. En fait. Alors maintenant, quand on regarde, si vous voulez, et on répond totalement à la question, les droits applicables, puisqu'il y a une concurrence, le droit applicable, quand il y a une concurrence des places de bourse, quand il y a une concurrence des systèmes d'arbitrage, Paris Place de droit, vous êtes partie prenante, si mes souvenirs sont comme nous d'ailleurs, en fait à ce niveau-là, quand on regarde, eh bien, tous les grands groupes qui sont soumis à la mondialisation vous diront dans quel contrat important ils choisissent le droit français. Ils vous diront que, alors maintenant j'ai la doctrine d'Airbus parce qu'on me l'a expliqué, c'est dans les contrats entre entreprises françaises. Mais sinon, le droit anglais, le droit américain, le droit suisse, dans les entreprises où je suis passé, c'était aussi la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, il ne faut pas renforcer la place, etc. Mais que, bon, pour choisir un droit, il faut être deux. On n'est pas forcément, surtout quand vous êtes vendeur, si vous voulez, en position de décider. Donc, voilà, ça c'est on a d'autres arguments. Le caractère supplétif, comme on l'a dit, pour essayer de mieux vendre. Effectivement, on peut agiter les épouvantails. J'ai lu des articles faits par des avocats américains, même s'ils sont aussi avocats civilistes en Louisiane, par des articles faits par des avocats anglais qui disent c'est épouvantable, le juge. Il y a des gens qui ont écrit, votre confrère, Maître Vogel, le juge, la troisième partie au contrat. Il ne faut quand même pas aller jusque-là, si vous voulez, à ce niveau-là, dedans. Non, il y a la supplétivité est un attrait qu'on peut mettre en avant. Et surtout, et vous l'avez dit, moi j'y tiens beaucoup pour les contrats internationaux, l'ordre public international français, si vous voulez, est extrêmement ténu, extrêmement fin. Voilà. Mais pour le reste, est-ce que ça va vraiment améliorer l'attractivité? Je vous laisse la question. Et je pense qu'on a rattrapé du retard. Quand on a l'occasion, on n'a pas à rougir de notre droit ni des avancées qui sont faites. Mais le reste, c'est le rapport de force et c'est la vie des affaires. Voilà. Ah oui, alors ça existe déjà. Il y a une version anglaise, très bonne question, il y a une version anglaise du projet d'ordonnance
et du texte lui-même. Oui, oui, c'est sorti. Il y a une version, on nous l'a dit la semaine dernière, là, chinoise, espagnole, portugaise, etc. Absolument. Donc il y a des efforts qui vont être faits. Voilà, il est 12h45, donc on a quasiment... merci pour le quart d'heure académique, comme disent les Allemands. Je vous remercie beaucoup d'être venu, d'être resté jusqu'à la fin. Et simplement, vive le contrat et vive le droit aux obligations. Merci. Au revoir.